abordons avec vous, les grands témoins franciliens, un petit feedback sur cette matinée passée ensemble. Et je reçois Éric Constantin, directeur régional Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour. Également Marc Pellissier, président de la Fédération des usagers des transports en Île-de-France. Et également Chloé Sebac, porte-parole de Diversity Days. Diversity Days... prends mes notes, bien sûr. Diversity Days est un accélérateur de diversité. Et j'aimerais, puisqu'on va reprendre avec vous un peu les temps forts de cette matinée, avec vous, Chloé, si ça vous est possible, vous avez souhaité aborder cette intervention, Madame Pécresse, ce matin, qui indiquait que les JO étaient une sorte d'accélérateur de la politique publique en ce qui concerne quel type d'action? Le logement? Exactement. En fait, elle parlait vraiment de différents aspects. C'était assez varié. Et ce que je me disais, c'était que au-delà d'être un accélérateur de politique publique, les JO devaient être un accélérateur d'égalité. Évidemment, c'est un sujet qui me parle parce que chez Diversity Days, on travaille là-dessus, on travaille à faire du numérique un tremplin pour un maximum de talents. On veut vraiment que le numérique, ça devienne le nouvel ascenseur social. Et voilà, ce qu'elle a dit m'a interpellée. Ça m'a fait penser aussi à ce qu'a dit Raja El Arak ce matin sur une table ronde sur l'accessibilité et en particulier à son profil, à Raja, parce que c'est une entrepreneure absolument incroyable. Elle est juste là, je la vois. Elle est toujours avec nous. Merci pour cette intervention de ce matin. Ça a donné beaucoup de sens à cette matinée, à ce sommet du Grand Paris. Donc, accélérateur, bon, en ce qui concerne les transports, c'est ce que me disait Madame Pécresse. Vous considérez qu'il faudrait accélérer dans ce qui a à voir avec la diversité. Et puis, au bout de cette table, on a avec vous, Monsieur Éric Constantin, vous parliez de l'accélération de ce qui a à voir. Les JO étaient un vecteur de mobilisation. En ce qui concerne le logement, vous aimeriez que ça soit un peu fait aussi en direction du logement social? Complètement. On aimerait que ça soit un accélérateur. Après, on ne va pas se mentir, on n'attend pas des JO de régler la crise du logement en Île-de-France. On aimerait, mais en tout cas, on aimerait que dans l'héritage, on puisse aussi bénéficier d'un certain nombre de logements sociaux pour les personnes qui sont aujourd'hui en attente. Je vous rappelle, on n'a jamais atteint autant de personnes demandeuses de logement en Île-de-France, logements sociaux, puisqu'on a près de 790 000 aujourd'hui demandeurs de logement. Et dans ces 790 000, on a près de 200 000 ménages qui se déclarent sans logement personnel. Soit elles sont hébergées chez des tiers, soit elles sont à la rue, soit elles sont dans des squats, dans des bidonvilles. Donc c'est énorme. Donc aujourd'hui, le besoin de logements sociaux, il est crucial en Île-de-France. On en a un peu parlé ce matin. Les objectifs, depuis 10 ans, on attend 37 000 logements sociaux par an. Là, on est plutôt autour des 20 000. C'est une catastrophe. Donc là, il y a un gros souci. Et on espère, en tout cas, que dans les logements qui vont sortir grâce à l'arrivée des Jeux Olympiques, on puisse aussi bénéficier de logements sociaux, et notamment des logements sociaux les plus accessibles, ces fameux PLAI dont on parle beaucoup. On a un peu parlé aujourd'hui plutôt des logements intermédiaires qui sont destinés à une classe plutôt moyenne, mais il est important de rappeler qu'aujourd'hui, dans les 790 000 demandeurs de logement, 70% de ces demandeurs de logement attendent un logement PLAI. Il y a quand même des points positifs. On peut parler du village des athlètes. Il y a quand même des évolutions, les éco-constructions. Voilà. Est-ce que c'est pas quelque chose? Vous donnez pas un petit bon point quand même? On donne des bons... Sur la politique du logement et de l'habitat en Île-de-France, il y a des bons points, heureusement, mais globalement, je suis désolé, on est hyper inquiet. Dans les années à venir, on est dans une phase quand même, on sent pas de l'inversement de la tendance. Je le rappelle, il y a de plus en plus de personnes hébergées, de plus en plus de demandes de ménages qui font appel au 115. Il n'y a plus de place, on réduit les places d'hébergement. Enfin, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Là, depuis 2 ans, on sent qu'on va, et en plus, comme on a peu produit de logements ces dernières années, et on l'a rappelé ce matin dans plusieurs tables rondes, quand on décide de produire un logement, il faut 2, 3, 4 ans avant que ça sorte. Donc, on sait que là, on va devoir vivre avec ce qui a été agréé ces dernières années, et on n'en a pas agréé assez. Je reviens sur c'est donc un appel, un signal d'alerte que vous lancez, d'alarme, puisque comme la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur, vous dites qu'il y a vraiment un... Oui, je pense que la Fondation, ça fait longtemps qu'on tire cette sonnette d'alarme. Avec l'inflation encore plus. Les Restos du Cœur, effectivement, avec dernièrement, et d'ailleurs sur l'Île-de-France, aujourd'hui, c'est plus d'1 millier de lieux de distribution alimentaire, si on parle de la distribution alimentaire. Et le dernier rapport francilien des Restos du Cœur montre que, généralement, il y a 5 à 7% d'augmentation tous les ans. Et l'année dernière, c'était 15% de demandeurs en plus, et ce qui est très inquiétant, 50% au moins de 25 ans.
Je donne la parole maintenant à Marc Pellissier. Donc, Madame Pécresse, ce matin, disait, voilà, c'est un accélérateur. On fait on a la ligne 14. Est-ce que vous voyez, on va avoir le Grand Paris Express. Je crois que Monsieur Ollier aussi se félicitait de ces améliorations, de ces investissements. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez retenu quelques messages ce matin lors de ce sommet du Grand Paris? Eh bien, effectivement, on peut se féliciter que la ligne 14, normalement jusqu'à Orly et Pleyel, sera le principal investissement concret qui a été accéléré par la tenue des Jeux Olympiques. Pour autant, on sait aussi qu'il y a un certain nombre d'autres investissements qui avaient été promis dans le dossier de candidature qui ne seront pas ouverts. Et que par ailleurs, on peut avoir quelques inquiétudes parce qu'une bonne partie de la desserte des Jeux Olympiques va reposer sur le réseau existant. Le RERD, le RERB. Bien sûr. Et ces deux RER, on connaît leur fragilité. Et malheureusement, elle va perdurer certainement l'été pour les JO et au-delà. Donc cette fragilité risque malheureusement de se ressentir aussi pour les visiteurs. Et les perturbations qu'on a connues cet été, vous avez peur de les retrouver l'été prochain? Alors, il y a tout ce qui est aspect incident technique, et puis après, il y a tout l'aspect enjeu de personnel, parce qu'effectivement, on a connu cet été, et encore plus l'été précédent, la pénurie de conducteurs de bus, de métro, de trains. Donc aujourd'hui, les opérateurs ont l'air de rattraper un peu le retard, mais il y a quand même besoin d'une mobilisation exceptionnelle pour arriver à réussir ces JO, et en même temps à ne pas dégrader l'offre des Franciliens qui auront quand même besoin de se déplacer durant les Jeux et avant et après les périodes olympiques et paralympiques. Pour en revenir au transport collectif, il y a une annonce qui a été faite par Madame Pécresse, qui est donc présidente d'Île-de-France Mobilité. Elle a confirmé l'étalement du calendrier d'ouverture à la concurrence. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Donc, l'ouverture à la concurrence des bus parisiens de la RATP jusqu'à la fin 2026. Oui, alors effectivement, le calendrier qui était dans la loi au 1er janvier 2025, l'ensemble des lignes de la RATP, de 240 lignes ouvertes à la concurrence, ne paraissait pas réaliste, pas seulement à nous, mais aussi aux professionnels du secteur. Donc c'est bien d'étaler ça dans le temps et de tirer aussi l'expérience de ce qui s'est fait en Grande Couronne pour éviter d'avoir des transitions chaotiques comme on en a hélas connu sur certains réseaux. Avant de vous redonner la parole à vous, Chloé Sebag, j'aimerais qu'on intervienne sur cette question. On a, il y a quelques jours, entendu parler de ce rapport, des chiffres qui différaient selon mes confrères du Parisien et de la préfecture sur les violences sexistes dans les transports en commun. Est-ce que c'est un sujet qui là aussi est un enjeu dans la perspective des JO 2024? On va être une fenêtre ouverte sur le monde. Est-ce qu'on ne doit pas être là aussi terriblement attentif sur ces questions? Oui, alors clairement, c'est un sujet quand même qui progresse dans sa prise en compte. En tout cas, les opérateurs aujourd'hui communiquent davantage sur comment réagir, les dépôts de plainte, etc. Mais il y a encore bien évidemment du chemin à faire. Et puis, je dirais, il y a aussi les actions qui profitent à tous. C'est-à-dire que, par exemple, désaturer les lignes de métro, mais c'est aussi diminuer les situations dans lesquelles on est collé à son voisin et dans une situation potentiellement d'agression. Donc, il y a tout un ensemble de mesures à prendre pour que ces agressions et ce sentiment d'insécurité diminuent. Chloé Sebag, je vous redonne la parole, puisque depuis 2017, Diversity Days analyse les tendances de l'écosystème tech, mais plus largement, on voit avec ces JO, une ouverture sur la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous voyez quand même les choses avancer positivement? Quel est votre point de vue? Vous êtes la seule femme sur cette table ronde, et je le regrette. Quel est votre point de vue, Chloé? Mon point de vue sur les choses, c'est qu'il y a déjà plein de raisons d'espérer. Je tiens dans mes mains l'annuaire Diversity Days qu'on édite en partenariat chaque année avec plusieurs médias, dont La Tribune. On peut applaudir quand même ce partenariat avec Diversity Days. Vous pouvez nous montrer cet annuaire. Racontez-nous un peu de quoi il retourne. C'est nécessaire de toujours appuyer sur cette notion d'inclusion, s'il vous plaît. Justement, en fait, cet annuaire, c'est la preuve qu'on peut trouver plein de talents partout sur les territoires en France qui ont des super idées. Je parlais tout à l'heure de Raja. Raja, c'est
une histoire, un projet fort, une solution qui vient de son vécu personnel et qui va pouvoir sans doute aider des milliers de personnes en France. Et on a plein des histoires dans cet annuaire, des histoires similaires. On a, je pense par exemple à Mamedi Kanouté qui travaille aussi sur un enjeu qui est très important pour le Grand Paris, la possibilité d'avoir une location de scooters électriques en banlieue. Ça vient aussi de son vécu personnel. Je pense à Nadia Aftis qui prendra la parole cet après-midi, qui est aussi dans cet annuaire et qui a créé une entreprise qui s'appelle FKM Mobilité pour favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap et profiter de loisirs. On a dans cet annuaire plein de talents. Et si j'avais 2 messages à faire passer, le premier, c'est d'abord de dire qu'ils sont là, faut les appeler, vraiment aller sur le site de Diversity Days, échanger avec eux, rencontrer-les, donner-leur la possibilité de travailler. Et pour moi, c'est aussi, surtout, un vecteur d'espoir. C'est ça le principal espoir que j'ai, si on regarde les 5 dernières années, c'est que cet annuaire, il grandit. Là, il y a la nouvelle édition qui va sortir. Il y en a 240 ici. Il y en aura 300 dans la prochaine. Voilà. Merci beaucoup, collègues. J'aimerais aussi qu'on aborde cette question de transclasse. C'est une notion que je n'avais pas saisie et j'aimerais que vous la mettiez en avant parce qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on puisse passer d'une classe sociale à l'autre. Moi, je suis fils de paysan et je suis peut-être un des rares fils de paysans de la salle et j'en suis très heureux. Eh bien, parlez-nous de ces transclasses, ces gens qui arrivent à se dépasser. Et est-ce que vous accompagnez, comment vous accompagnez à travers Diversité cette transformation, cette éclosion, parce que ce sont des vrais talents? Alors, moi, quand je pense transclasse, je pense déjà au président de l'association Diversity Days qui, justement, a un profil typique de transclasse. Il y a plus de transclasse que ce qu'on imagine et il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, justement, pour réussir à dépasser les déterminismes. Nous, chez Diversity Days, on accompagne des entrepreneurs qui ont des projets. On a un programme d'accompagnement qui s'appelle Leadership Programme, qui a permis déjà d'accompagner plus de 300 personnes, où on accompagne justement sur ces aspects, sur ce qui peut manquer, en fait, quand on est transclasse, c'est-à-dire le réseau, la visibilité, la recherche de financement. Ces enjeux-là, ils sont essentiels. Il y a toujours de bonnes idées derrière, il y a toujours énormément de travail, mais on essaie de donner un petit coup de pouce. Et grâce à ça, on a plein de belles histoires qui arrivent à éclore. Je pense par exemple à Meet My Mama, qui faisait partie des premières à avoir été accompagnée par l'association, qui aujourd'hui se retrouve en série A. C'est-à-dire qu'elle va lever elle a levé entre 1 et 5 millions, c'est énorme. Et il y en a comme ça plein d'autres qui attendent que ces petits ingrédients qui peuvent tout changer. N'hésitez pas, l'annuaire 2022, Diversity Days. Éric Constantin, Christophe Robert, votre délégué général de la Fondation Abbé Pierre, constate que ce sont de nouvelles catégories de population qui vous sollicitent. Cet appauvrissement, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Donnez-nous quelques pistes d'espérance. Pour rejoindre ce qui a été dit, alors déjà, on sera 2, vous n'êtes pas le seul fils de paysan, je suis aussi fils de paysan, si ça peut vous rassurer. Ça ne me rassure pas, j'en suis très heureux, bravo. Donc juste par rapport à ce qui a été dit, je trouve que justement la question de se dépasser, le logement, il est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une difficulté, effectivement, quand on n'a pas de logement, quand on est hébergé chez des tiers, quand on est ballotté d'hôtel en hôtel, quand on est expulsé, d'autant plus quand on est une mère seule avec ses enfants ou quand on est jeune ado, c'est hyper compliqué après pour se construire, se reconstruire. Donc le logement, il est un peu quand même au cœur de la construction de la personne et de comment on va se comporter ensuite en société, qu'est-ce qu'on veut devenir. Donc, et on a de belles histoires aussi dans des personnes qui ont été mal logées et qui réussissent, et c'est tout à leur honneur parce qu'elles doivent effectivement déployer des forces énormes. Et puis malheureusement, vous avez des histoires qui viennent complètement être chamboulées parce qu'on a perdu ce logement, et on a vu avec la crise sanitaire arriver des publics effectivement qu'on ne voyait pas auparavant, des auto-entrepreneurs, des artisans, des jeunes, beaucoup de jeunes. Effectivement, les étudiants en ce moment, comme je le disais, sur les distributions alimentaires ont explosé dans les files d'attente. Et donc il y a quand même cette question aujourd'hui de travailler toute la matinée. On a parlé fiscalité, on a parlé argent, on a parlé rentabilité, mais peut-être aussi parler des personnes qui sont dans ces logements, les personnes les plus mal logées. On a rappelé les chiffres, c'est 1,3 million de personnes mal logées en Ile-de-France, donc c'est pratiquement 10%, c'est 10% des franciliennes et des franciliens. Donc il y a quand même un enjeu de travailler avec aussi ces personnes, de les écouter et de faire avec ces personnes. Et vous les accompagnez avec le guide de l'accompagnant des personnes en habitat indigne, toujours disponible sur le site de la Fondation Abbé Pierre, une lutte
contre l'habitat indigne, c'est l'une de vos priorités. Je vais donner la parole pour terminer cette table ronde, parce que nous sommes pressés par le temps, et je m'en excuse auprès de vous trois. Marc Pellissier, on a parlé de transport en commun, mais on le sait, les Parisiens, les Franciliens sont attachés à leur voiture. Là aussi, j'imagine qu'il y a des évolutions, peut-être des projets. Je parle peut-être du périphérique. Est-ce que ce sont des choses qui vous inquiètent? Vous êtes leur représentant. Est-ce que vous êtes leur porte-voix? Est-ce que vous avez quelques mots peut-être à nous dire à ce sujet? Disons qu'on voit bien et on comprend, parce que c'est la politique au-delà de la ville de Paris. Tous les maires, et c'est légitime, essayent de réduire le trafic automobile dans leur commune. Donc il y a un certain nombre de mesures en préparation. Nous, notre souci, c'est qu'effectivement, on analyse bien dans toutes ces mesures, d'abord qu'il y ait un travail le plus possible collaboratif. C'est le thème d'aujourd'hui, le collectif. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nos institutions, malheureusement, soient encore bien efficaces sur les problématiques de mobilité entre Île-de-France Mobilité, les villes, départements, régions, métropoles. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de gestionnaires de voirie. Donc travailler mieux ensemble, tous ces gens-là. Et puis évaluer les impacts aussi des mesures qui sont prises, parce que promouvoir le covoiturage, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut voir derrière quels sont les impacts et est-ce que ça en vaut la chandelle. Travaillons ensemble, je retiendrai ces derniers mots. Merci à nos grands témoins. Éric Constantin, directeur régional, sous vos applaudissements, bien sûr, directeur régional Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre, Chloé Sébac, porte-parole de Diversides, et Marc Pellissier, président de la Fédération des usagers transport Île-de-France. Dans quelques instants, retrouvez César Armand et son invité, Madame le maire, Madame Hidalgo. Gardons la flamme avant Paris 2024.